The Wishing Well, le podcast qui booste ton bien-être et ton niveau d'anglais. Je suis Eugénie et je vais t'accompagner tout au long de cet épisode. Ready? Let's go! Hello everybody, how are you doing? Aujourd'hui, le thème que je vous propose d'explorer, et on aura probablement plusieurs épisodes sur ce thème, mais on va commencer par le commencement, c'est la limite. Respecter nos limites, définir nos limites, respecter les limites de l'autre. En anglais, on dit boundaries. Je trouve que c'est un meilleur mot que limite en français. Limite, il y a une idée de c'est là, c'est comme ça et pas autrement. Boundaries, il y a quelque chose de l'ordre de la frontière et du perméable, sélectif. On va rester avec cette idée pour l'instant, ok? Alors, je vais certainement citer les limites comme des boundaries dans cet épisode. À partir de maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Alors, cette histoire, elle commence dans une séance de psy. Je vois un psychiatre toutes les semaines depuis bientôt 1 an. Je crois qu'on en est à notre séance 41. Ouais, quand même. Et un jour, le psy me demande où sont vos limites, Madame Couture? Et là, je fais une syncope. C'est-à-dire que la question est beaucoup trop grande. Je ne sais plus où j'habite, je ne sais plus qui je suis. Comment ça, où sont mes limites? Mais c'est quoi les limites? Mais c'est vrai, où sont mes limites? Je ne sais pas, je suis perdue par où je commence, qu'est-ce que je fais? Alors, on se recentre. On sort de la syncope, déjà. On respire très profondément. Où sont nos limites? Comme pour beaucoup de choses, quand on est un petit peu paumé dans la réflexion, après avoir pris de belles inspirations et avoir fait de belles expirations, on va se recentrer sur le tout petit. Car, as above, so below, tel qu'en haut, également en bas, as inside, so outside, tel qu'à l'intérieur, également à l'extérieur, tout est jeu de miroir. Et donc, pour définir le très très grand et se mettre d'accord là-dessus, on va définir le très très petit. Et il va refléter le très très grand. Alors, quelles sont tes limites, Eugénie? Tu ne sais pas. Quelle est ta première limite? Et je te pose la question à toi aussi, parce que du coup, on peut réfléchir ensemble là-dessus. Ta première limite, c'est quoi en vrai? La toute première limite qui te constitue, c'est ta peau. Your skin. S-K-I-N. Your skin, c'est ta peau. La peau, elle est merveilleuse. J'aimerais qu'on finisse cet épisode tous en émerveillement de nos peaux. Ta peau, c'est l'organe le plus grand de ton corps, c'est 2 mètres carrés. Elle a plusieurs fonctions et on va toutes les explorer. Et surtout, on va se pencher sur comment respecter et honorer cette peau, qui est notre première limite. Et qu'est-ce que ça veut dire dans le plus grand, dans une proportion plus grande, dans notre vie en fait. Respecter nos limites et les honorer. Alors la peau déjà, elle te contient. Déjà. C'est assez incroyable. C'est-à-dire que si tu n'avais pas ta peau, tu serais une espèce de flaque par terre. Waouh. Elle contient tout ce que tu es dans le physique. Absolument tout ce que tu es dans le physique. Tes organes, tes muscles, tes os, tous tes systèmes, ton système sanguin, tes artères, tes toutes petites veines. Elle est le contour de qui tu es. Ta peau, elle n'est pas juste une limite infranchissable. Ta peau, elle laisse rentrer et elle laisse sortir. Mais alors attention, c'est pas n'importe quoi qu'elle laisse rentrer et qu'elle laisse sortir. Ta peau, elle a une perméabilité sélective. Alors, comment on respecte et on honore une perméabilité sélective? Déjà, on s'autorise une certaine hygiène de vie. On s'autorise une certaine hygiène spirituelle. On s'autorise une certaine hygiène relationnelle. Si ta peau, elle contient tout ce que tu es, mais qu'elle ne fait pas rentrer n'importe qui, ou n'importe quoi, et qu'elle ne fait pas sortir n'importe qui, n'importe quoi, tu vas faire pareil dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui rentre dans ta peau? On a des raccourcis, hein. On a des raccourcis. Alors, ce qui rentre directement dans ta peau, certaines substances appliquées sur la peau, qui pénètrent dans la peau, donc des produits
Ça, c'est assez courant d'avoir ce genre de conversation. Quel genre de produit on met sur notre peau, notamment produits cosmétiques. On regarde les ingrédients, on essaie de faire en sorte qu'ils soient le plus naturel possible, qu'ils respectent les peaux sensibles. Ça passe du gel douche à la crème pour le visage, au shampoing qu'on met sur les cheveux et aux produits qu'on met sur les fesses de bébé quand on les change. Il y a aussi des raccourcis pour faire entrer dans la peau. La peau au sens large. Les raccourcis, c'est quoi? C'est nos orifices. Alors, bah oui. Tu manges, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça rentre. Ça rentre. Il y en a d'autres des orifices, on ne va pas tous les décrire, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il y a aussi les informations. Alors après, ça se base un petit peu plus sur quelque chose d'immatériel, mais le symbolisme, ça fonctionne aussi. Qu'est-ce qui passe sous notre peau? Qu'est-ce qu'on autorise à rentrer sous notre peau? Les Anglais, quand ils sont obsédés par quelqu'un, qui sont très amoureux, qui y pensent tout le temps et qui peuvent plus s'en passer, ils disent « I've got you under my skin », je t'ai sous la peau. Nous les Français, on dit « dans la peau », dans la peau. Ça marche aussi, hein, dedans, dans la peau. Mais alors eux, ils disent « sous la peau », c'est un tout petit peu plus clair. C'est vraiment en dessous, c'est rentré dans notre organisme. C'est là, ça fait partie de nous. « I've got you under my skin ». Si un Anglais te dit ça, sachant qu'ils sont assez pudiques sur les sentiments, c'est quand même bien barré. Sache-le. Alors bon, il y a ce qui rentre, il faut porter de l'attention à ça, évidemment, dans nos limites. Puis il y a ce qui sort. Qu'est-ce qui sort de ta peau? Ma transpiration, les toxines, les odeurs, du coup, oui. Alors oui. Mais alors, là, on va essayer de changer de lunettes et de parler un petit peu plus en termes de symbolisme. Qu'est-ce qu'on dit quand on est très en colère et qu'on a un comportement possiblement inapproprié, qu'on est hors de soi? Checker ce qui sort de notre peau, c'est aussi checker si on sort de notre peau et si c'est OK. Alors bien évidemment, quand on est hors de soi, on n'a pas vraiment de contrôle. Souvent, ce sont des réactions à des situations qui nous dépassent complètement. Alors là, moi, je voudrais faire un parallèle avec, vous commencez à me connaître maintenant, le folklore anglo-saxon, mais pas que. Là, on peut vraiment s'étendre dans le monde entier. Le monde entier regorge de légendes sur des femmes, notamment des femmes, qui changent de peau. Les shapeshifters, les changeurs de forme. Et là, on est carrément sur des légendes où les femmes changent de peau. Alors, j'avais déjà abordé le thème de la Selkie, qui vient des Highlands, en Écosse, qui est la légende de ces femmes phoques, qui s'appellent donc les Selkie, et il n'y a pas de traduction en français, puisque c'est le nom de l'entité, qui, carrément, enlèvent leur peau de phoque pour vivre sur Terre et les remettent pour aller nager dans l'eau. On parle donc d'entités qui ont plusieurs peaux. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi de noter qu'en anglais, le mot peau, c'est donc le mot skin, mais on dit également hide. The hide. Alors, il y a d'autres mots pour la peau. The pelt, voilà, la fourrure. Mais the hide, ça vient de l'allemand, qui veut dire peau. Mais the hide, to hide, le verbe to hide, c'est le verbe se cacher. Du coup, c'est intéressant de comprendre le parallèle. Hide, c'est la peau, mais c'est aussi la cachette. Du folklore comme ça, il y en a absolument tout autour du monde. Au niveau des légendes qui sont associées aux aurores boréales notamment, il semblerait que ce soit une femme renard qui, en battant de la queue lors de ses promenades, crée ces mouvements dans l'air qui lui donnent toutes ces couleurs magnifiques et merveilleuses. Est-ce que toi, tu t'es déjà demandé si tu avais une seconde peau? C'est une vaste question également. Moi, je pense que la réponse, c'est oui. Je pense qu'on n'ose pas vraiment se l'avouer, mais on y a déjà réfléchi. Si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais et qu'est-ce que ça dit sur toi? Ah, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressemblais à un animal? Ah, est-ce que tu as un animal totem? Ah, autant de questions intéressantes pour savoir quelle est l'autre entité qui te correspond. Souvent, dans les histoires, dans les contes de fées, les histoires folkloriques, les hommes sont changés en monstres, mais les femmes
ont une peau dont elles décident l'usage. Et dans ces histoires-là, il n'est pas rare qu'elles naviguent entre ces deux états. La femme humaine, la femme animale, les deux natures sont respectées, elles vivent en harmonie, mais elles sont quand même séparées. On ne porte pas les deux peaux. Quand on porte sa peau animale, on est l'animal, on incarne l'animal. On n'a pas nécessairement de réminiscence de l'humain. Et souvent, ces histoires se déroulent de la façon suivante. Un homme tombe amoureux d'elle, leur vole leur peau. C'est-à-dire que les femmes, quand elles enlèvent leur peau, la mettent quelque part, soit en toute confiance, soit en cachette. Et l'homme décide de briser ce contrat de réciprocité, ce contrat sacré, en volant la peau et en la cachant pour que la femme ne puisse plus reconnecter avec son côté animal. Et souvent, du coup, elle reste à la maison, elle a des enfants, et c'est comme ça que l'homme la retient. Mais en général, elle regarde toujours vers l'horizon, et elle rêve de ce jour où elle pourra retourner, admettons, avec la légende de la selle qui est dans la mer. Ces histoires ont plusieurs fins. On choisit un petit peu la fin qui nous arrange, si on veut. Mais en général, la peau finit toujours par être retrouvée, et la femme s'enfuit pour souvent ne jamais revenir, et éventuellement revenir uniquement pour saluer ses enfants. Alors on parle encore du contrat de réciprocité entre l'homme, la femme, le sauvage et le domestique, dont on a parlé dans les épisodes précédents. Toi, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour honorer l'animal qui est en toi ? L'honorer. J'ai pas dit le réprimer, j'ai pas dit le dompter, j'ai dit l'honorer. Alors d'abord, je t'ai posé la question, peut-être que ça t'a sauté à la figure, mais qu'il faut quand même que tu y réfléchisses. Et quel animal es-tu ? Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressemblais à un animal ? Par exemple, moi, on m'a souvent dit que je ressemblais à un renard. On m'a souvent dit que je ressemblais à un écureuil. On m'a souvent dit que je ressemblais à un chat. Qu'est-ce que je fais pour respecter cette nature ? Eh bien, déjà, je dors beaucoup. Non, pas du tout. J'aime les câlins. Oui, ça c'est vrai. Eh bien, c'est tout simple. Pour honorer, respecter cette qualité sauvage que tu as, et quel que soit l'animal que tu as, c'est ludique de savoir quel animal tu représentes aux yeux du monde, mais connecte-toi à la nature, à l'environnement qui correspond à cet animal ou à cette nature que tu te reconnais. Il y a des gens, il y a des femmes, alors j'imagine que les personnes qui m'écoutent sont majoritairement féminines. Donc je vais m'adresser aux femmes, mais si tu es homme, pose-toi la question également. Il y a des femmes qui sont très connectées à l'eau, à l'élément eau. Il y en a d'autres qui sont très connectées à la chaleur, ou au confort, ou au végétal, ou même à l'animal. Respire, étire-toi et va chercher cet endroit qui te correspond. Moi, je suis un animal à sang chaud, j'adore me prélasser sur une plage, j'adore aller voir les vagues, j'adore sentir le vent. Je suis beaucoup moins attirée par le froid, par les montagnes. Je ne suis pas un bouc, je ne suis pas un ours, je ne suis pas un grand rapace. Je vous laisse réfléchir sur ce thème. Alors, on a donc dit que la peau contenait. La peau protège. La peau protège et bon, bah, c'est évident, hein. C'est-à-dire que si nos organes étaient exposés et qu'il n'y avait pas toutes les couches qu'il y a par-dessus ces organes, notamment notre squelette, mais ça comprend la peau, bah, elle serait quand même mal barrée. Hein. On serait un tout petit peu vulnérable dans le monde, me semble-t-il. Le challenge de la peau qui protège, c'est de se faire une peau armure. Les Anglais disent bien « thick skin », avoir la peau épaisse. Ça se dit en français, je crois aussi. Hein. Thick skin. Hein, dans un monde qui va à toute vitesse, où on est constamment en train de subir des micro-agressions, eh bien, on fait de cette peau une peau carapace. Alors, là, c'est un peu plus compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour respecter et honorer ce rôle de protection sans arriver à l'extrême de l'armure, de la carapace ? Moi, je vous propose un contresort. Je vous propose de retrouver l'équilibre par les oppositions. Et là, on va faire un éloge de la douceur et de la lenteur. Alors,
Je pense que la majorité d'entre vous, quand j'ai dit ces mots, on fait « Ah mais la douceur et la lenteur, oui, mais absolument oui, bah oui. » C'est la réponse à beaucoup de choses en ces temps. En ces temps modernes. Alors, ça commence par quoi? On parle de la peau, alors ça commence par nos vêtements quand même. On s'habille tous les jours. Entre notre peau et le reste du monde, eh bien, il y a nos vêtements. Alors, nos vêtements, on est obsédés par les marques, les couleurs qui nous vont bien au teint. Oui, d'accord. Très bien. La bonne taille, oui, absolument. Portez des vêtements doux et s'honorer déjà dans cette base. Est-ce que vous avez des vêtements, des pulls qui vous grattent et vous les gardez, vous savez pas pourquoi? Mais en fait, si vous savez pourquoi, c'est parce qu'on vous les a offerts, c'est parce que c'était un achat impulsif qui vous a coûté beaucoup et du coup, ça vous fait mal. J'allais dire au cœur, mais pas du tout, ça vous fait mal au cerveau de donner cet achat impulsif. Ah oui, parce qu'on donne, hein. On vend pas. Si, on vend sur Vinted. Vous faites ce que vous voulez, mais je trouve qu'il y a une vraie démarche à se dire, cet achat qui m'a coûté, qui ne me convient pas, je le remercie. Il m'a servi au moment où je l'ai acheté, mais il n'était pas fait pour être porté. Clairement, c'était une erreur. Et je l'envoie vers sa prochaine vie. C'est un peu la méthode Marie Kondo, si vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas, on en parlera dans un prochain épisode. Achetez-vous des vêtements doux et débarrassez-vous des vêtements qui grattent, même si c'est votre grand-mère que vous adorez, qui n'est plus parmi nous, qui vous l'a tricoté. Non, vous ne faites pas subir ça. Portez pas des pantalons trop serrés. S'il y a des modèles de pantalons, genre les skinny jeans, quand ils sont sortis, moi j'étais là, oh mon Dieu, c'est impossible. Taille basse, skinny jeans, pour une morphologie comme moi, c'était non. Alors on me faisait toujours la remarque, ouais, mais t'as des jeans larges, alors que j'étais taillée comme une brindille. Ouais, parce que c'est confortable. Le confort, se sentir bien dans sa peau, c'est hyper important. Et ça passe par se sentir bien dans ses vêtements. Choisis les couleurs qui te font plaisir. Je critiquais ça tout à l'heure, à demi-mot seulement, parce que entoure-toi de ce qui est une forme d'autre peau finalement, de ce qui te représente aux yeux du monde. Il y a toute cette tendance de se dire, nos meilleures robes et nos meilleurs habits, on les met jamais finalement. Mais pourquoi? Chaque jour est une fête. Oui, habille-toi absolument comme si chaque jour était une fête. Mets par-dessus ta peau cette autre peau qui renvoie ce message au reste du monde. Par rapport à tes rituels aussi autour de ta peau, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu fais des rituels gommage une fois par semaine? Oh, c'est génial ça. C'est génial. Quel savon tu utilises? Est-ce que tu te démaquilles bien avant d'aller te coucher? Mais pas seulement pour que t'en mettes pas sur tes têtes d'oreiller la nuit, parce que c'est l'obligation, et non, parce que tu te respectes, parce que tu respectes tes limites, et ta première limite, c'est ta peau. Voilà. Tu as fait face au monde avec ce magnifique maquillage que tu t'étais fait ce matin, et bien ce soir, avant d'aller te coucher, tu l'enlèves. Tu remets ta peau à nu. Demain sera un autre jour. Moi, par exemple, j'utilise la technique du brossage corporel. Je le fais tous les matins, je m'astreins, même si c'est l'hiver et qu'il fait froid dans ma salle de bain, avant de rentrer dans la douche. J'enlève ma tenue de nuit, je prends ma brosse à poil dur et je me brosse le corps à sec. Si tu n'as pas entendu parler de cette pratique, tu peux nous faire une petite recherche Google, mais je vais t'expliquer vite fait en quoi ça correspond. En quoi ça consiste, pardon. Tu vas brosser ton corps en petits mouvements assez rapides de tes extrémités vers ton cœur. Donc moi, je commence avec mes orteils, je brosse, et puis je remonte le long de mes chevilles, et puis mes mollets, mes tibias, mes genoux. Tu travailles bien là où sont tes nœuds lymphatiques, pardon. On va y revenir dans 3 secondes à peu près. Et tu remontes, tu fais le devant de ton corps, le derrière de ton corps, et tu vas vers ton cœur. Ok, puis pareil avec les bras après. Tu commences avec tes mains. Tu te fais ce plaisir de faire sous tes pieds et à l'intérieur de tes mains. Ces deux endroits capitaux qui sont littéralement constamment en contact du monde extérieur et dont on ne prend pas assez soin, je pense. Et puis tu fais tes petits mouvements et tu vas vers ton cœur. Okay, le visage, c'est autre chose. Je te déconseille d'utiliser ta brosse de corps sur ton visage, tout simplement parce que la peau de ton visage est extrêmement sensible et que si vraiment tu veux faire des gommages ou des rituels exfoliants, il y a d'autres techniques et d'autres produits adaptés. Alors, le système lymphatique. On en parle du système lymphatique. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux, le système lymphatique? Et là, tu te dis, non, je sais pas, vas-y, explique-moi, puis je te dirai ce que j'en pense. Alors, je t'explique. Tu vois, ton système veineux, ton système mince. Au moment d'en parler, je sais plus comment ça s'appelle.
On va dire ton système sanguin. Voilà, merci. Tu vois ton système sanguin, il a une pompe. C'est ton cœur. Et ton cœur, bam, il balance ton sang tout le long de ton système sanguin. Ton système sanguin, il irrigue absolument tout ton corps. Il traverse tous tes muscles en très grande proportion et en très faible proportion. Et vous, le sang traverse d'un côté et vous, le sang revient. Et ton cœur, bam, repompe le sang constamment. Et bien le système lymphatique, c'est un petit peu ça. Le système lymphatique, grosso modo, c'est ton système de nettoyage. La lymphe, elle va traverser les différents espaces internes de ton corps, elle va récupérer les produits dont t'en veux plus, les déchets, elle va les emmener à tes petites stations d'épuration qui s'appellent en anglais lymph nodes. Donc en français, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et oui, crois-le ou non, mais je ne sais pas. Tes nœuds lymphatiques, la traduction littérale, et tes nœuds lymphatiques, ils vont se charger de trier tout ce qui a été rapporté par la lymphe. Sauf que ta lymphe, ton système lymphatique, il n'a pas de pompe comme ton système sanguin qui a le cœur. Il n'y a rien pour pomper la lymphe autour de ton corps. Il n'y a que ton mouvement. D'où l'importance de bouger. Mais ça, on le savait déjà. Hein. On n'avait pas besoin de cette excuse pour bouger. Il faut bouger, les gens. Et d'où la pertinence de recevoir des massages. Alors, on reconnecte avec l'idée qu'on fait un éloge de la douceur et de la lenteur. Le no pain, no gain, c'est du bullshit. Voilà, je t'ai balancé un de ces vocabulaires en anglais là. No pain, no gain, bullshit. No pain, no gain, ça veut dire pas de douleur, pas de gain. Et bullshit, ça veut dire... je me suis jamais posé la question. Ça veut dire merde, c'est de la merde. On va être obligé de cliquer la petite casquette qui a du vocabulaire explicite dans cet épisode. Mais boule, c'est ton buff, et shit, c'est caca. Donc, shit. Et je vais regarder après cet épisode, mais assez logiquement, je pense que ça veut dire merde de buff. Donc, une très grosse merde. Ouais. Non. Le système lymphatique, par exemple, il se situe juste sous ta peau, mais au-dessus de tes muscles. Donc, en fait, par exemple, si tu reçois un massage et que tu dis à ton masseur ou ta masseuse, je veux vraiment un massage profond, tu surcharges ton système lymphatique de mission parce que tu vas libérer les toxines de tes muscles, d'accord, mais du coup, ton système lymphatique, il va récupérer tout ça. Et donc, si tu as envie de quelque chose de l'ordre de la détox et que du coup, tu t'orientes vers un massage lymphatique, il vaut mieux que ton praticien, il te fasse un massage doux et limite superficiel. Alors superficiel, c'est mal connoté, mais superficiel en mode masser, entraîner la lymphe qui donc est juste sous le niveau de la peau, mais sans atteindre le muscle. Pour que le système ne se mette pas en mode « je détoxifie les muscles ». Non, non. Pour l'instant, on supporte l'action du système lymphatique, donc on ne va pas toucher les muscles. Alors après, évidemment, si tu as besoin d'un travail musculaire en profondeur, c'est complètement autre chose. Mais là, je te fais part de mon expérience de masseuse thérapeute en te disant que quand tu as l'impression que ton thérapeute te fait des caresses, finalement, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle. Parce que déjà, c'est censé... Alors attention, je te parle pas d'un massage qui te fait des chatouilles. Là, ça compte pas. Parce que ton système nerveux, il fait... Et du coup, c'est pas du tout agréable, c'est complètement contre-productif. Mais un massage tout à fait léger et superficiel peut avoir des bénéfices extraordinaires à l'échelle de ton organisme. Sache-le et intègre-le. Donc la prochaine fois que ton super thérapeute te fait, entre guillemets, ce que tu as l'impression d'être pas grand-chose, dis-toi que c'est un travail énorme. En Angleterre, quand j'ai passé mon diplôme de massage lymphatique, la routine, le protocole était le même que pour le massage oncologique. Okay ? Donc pour soutenir les patients qui avaient des cancers. C'est le même protocole. C'est un massage extrêmement respectueux de ton système interne et qui te soutient dans l'évacuation de tes toxines et de tes waste products, de tes déchets internes. Si tu connais quelqu'un qui fait du massage lymphatique et que tu n'as jamais essayé, vas-y, lance-toi. Alors, on a vu quoi ? On a vu que la peau te contient, mais qu'elle est quand même perméable, dans une certaine mesure. On a vu que la peau te protège. Et là, on voit que la peau communique. On attendait ce troisième point. Mais bien sûr que la peau communique.
Les Anglais, ils disent, pour rentrer en contact avec quelqu'un, to get in touch. Rentrer en contact, donc, mais pas littéralement, to get in touch, rentrer en touche, en fait, en toucher. Et garder le contact, to stay in touch. Rester en contact et en toucher. Alors, attendez, je vais déplier ma jambe parce que... Ah, merci mon Dieu, je suis assise sur mon canapé et je suis en tailleur et là, je me rends compte que je suis en train de m'affaisser. C'est un petit peu mal. Alors, la peau communique. La peau, c'est ton antenne. C'est ton antenne, c'est incroyable. Elle émet et elle reçoit. On va développer un petit peu. Comment est-ce qu'on honore le fait que cette peau communique, que cette limite, cet espace limite, ton premier espace, ta première limite, émette et reçoit. Comment est-ce qu'on honore ça et comment est-ce qu'on respecte ça? On va incarner cette connaissance tout simplement. On va être acteur et spectateur. Alors, ta peau, elle émet. Ta peau, elle émet parce qu'elle donne des signaux. Tes rides, tes cicatrices, et même des pathologies, c'est la carte de qui tu es. C'est incroyable. Alors, on se plaint beaucoup de nos rides et puis on a envie de se mettre des produits anti-âge sur la figure pour pas que ça se voit. Mais pourquoi? Je sais qu'on n'a pas la réponse à cette question, mais on va se la poser quand même. Mais pourquoi? Les cicatrices, c'est pareil. Les cicatrices, c'est les expériences qui te sont arrivées, les bonnes comme les moins bonnes. C'est une carte de ta vie. C'est un témoignage de qui tu es, de ce par quoi tu es passé. Alors, ça, c'est... Je te parle de ta peau à toi, mais il y a la peau des autres aussi. Est-ce que tu connais la peau des autres? La peau de ceux qui t'entourent, la peau de ceux qui te sont proches. Est-ce que tu la connais vraiment? Moi, par exemple, dans mes relations, je sais quand un de mes proches va tomber malade. Je le sais, je le vois. Je le vois, je le sens. Alors après, ça fait appel à un autre sens que le toucher. Mais sa peau me le dit. Sa peau me le dit, elle m'envoie tout un tas de signaux. Est-ce que toi, tu t'es déjà fait la remarque? Alors, c'est pas inintéressant dans les relations amoureuses, par exemple, de se demander si le toucher est un de tes 5 langages de l'amour. Est-ce que tu connais la théorie des 5 langages de l'amour? Absolument! Non, pas du tout. Alors, pour les gens qui se sont dit « non, pas du tout », je t'explique rapidement. On fera peut-être un épisode là-dessus, juste là-dessus, parce que c'est très dense. Les 5 langages de l'amour, ça vient d'un ouvrage et du travail d'un homme qui s'appelle Gary Chapman, qui a défini 5 langages de l'amour. On exprime notre amour par 5 langages différents, mais on le reçoit par 5 langages différents également. Et tout l'intérêt de le savoir, c'est d'être capable de lister, de faire une liste hiérarchique de nos langages principaux. C'est un exercice très très intéressant à faire avec vos partenaires. Alors, les 5 langages. Mais dépêche-toi, Jenny, dis-nous quels sont les 5 langages. Alors, les 5 langages sont... Le toucher. Oh, mais c'est surprenant, ça dit. Donc, on ne fait que parler de ça depuis le début. Le toucher. Les mots d'affirmation et les compliments. Le temps de qualité. Les cadeaux. Et les actes de service. Je ne développe pas. Mais... renseignez-vous, si ça vous a parlé, si ça vous a fait un petit peu vibrer, juste d'entendre le concept, renseignez-vous, essayez de définir votre liste. Quel est votre premier langage de l'amour? Qu'est-ce que vous donnez en premier? Oh mon chéri, tu es tellement beau. Oh là là, qu'est-ce que tu es gentil. Je dis gentil, ce n'est pas forcément un compliment pour nos hommes, qui se sentent peut-être un petit peu émasculés par le fait qu'on leur dise qu'ils sont gentils et qu'ils voudraient entendre autre chose. Je ne sais pas, mais c'est un exemple. Ou est-ce que c'est... vous êtes dans une pièce ensemble et en passant derrière lui, vous le touchez? Ou est-ce que c'est... vous lui avez lavé ses chaussettes et plié d'une certaine façon qui lui plaît? Je ne sais pas, je me dis n'importe quoi. J'essaie de trouver des exemples pour des langages différents. Et est-ce que vous savez comment il ou elle reçoit l'amour? Parce que c'est pas la même chose, la façon dont on aime le donner et la façon dont notre partenaire aime le recevoir, c'est un vrai sujet de conversation. Et c'est souvent en élucidant ces différences de perception, de préférence de langage, qu'on trouve des petites clés à l'échelle de nos relations qui nous ramènent vers l'harmonie. Alors
il y a des choses faciles à faire entre partenaires. Donc là, je me recentre vers la relation amoureuse parce qu'on parle de la personne qui est la plus proche, avec laquelle on communique le plus de peau à peau, hein, vous aurez bien compris. Après, ça peut s'appliquer aussi avec nos enfants. Les langages de l'amour peuvent absolument s'appliquer à notre relationnel avec nos enfants ou d'autres membres de notre famille ou même nos amis, tout simplement. Il y a des choses simples à faire pour entrer en contact physique et apporter tout de suite de la sérénité, à condition que ça ne chatouille pas. Attention, hein, si ça chatouille votre partenaire, c'est pas drôle, hein, dans la relation amoureuse. Mais même avec les enfants, se masser les mains et les pieds. C'est 2 éléments de notre corps, j'en ai parlé un tout petit peu plus tôt, qui sont constamment au contact du monde. Nos pieds. Il y a beaucoup de mes amis qui sont en couple, qui adorent le soir regarder un film ou une série ensemble et ils se massent les pieds. C'est le highlight de leur journée, quoi. De leur retrouvaille, peut-être pas de leur journée, mais... Et les mains. Masser les mains de quelqu'un, ça met la personne dans une confiance incroyable. Masser l'intérieur des mains. Les mains peuvent encaisser un sacré paquet de pression, hein, donc vous pouvez effleurer, hein. Il n'y a pas de souci, mais masser les pieds, masser les mains de vos partenaires. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire une formation, 3 jours de massage sur un week-end long. Non, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si ça vous intéresse, je vous en prie, hein. Moi, moi, j'adore. J'en ai fait mon métier, le massage. Donc, je vous encourage si ça vous attire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Masser les mains, masser les pieds. Soyez sensible des endroits où il semblerait qu'il y ait des os ou des cartilages. Soyez sensible aux endroits où il semblerait qu'il y ait du muscle. Et massez ces endroits-là. Faites des petits mouvements circulaires, faites des mouvements de pression le long des doigts, le long des phalanges. C'est très, très rassurant. On peut donner beaucoup d'amour comme ça, et c'est tout simple. Alors, il y a autre chose. Il est temps de parler du poil. De quoi ? Du poil, oui, absolument. Des poils. L'éloge du poil. La chair de poule. La chair de poule, c'est votre peau qui communique. Est-ce que vous vous émerveillez à chaque fois que vous avez la chair de poule ? Est-ce que vous n'avez pas un contrat implicite avec vos partenaires, enfin votre partenaire, mais en mode quand t'as la chair de poule, tu me dis. Et je regarde. C'est incroyable, non ? La chair de poule, c'est vos poils qui se hérissent dans un réflexe ancestral pour vous protéger du froid, puisque la chair de poule est majoritairement créée par la sensation de froid. Mais ça peut être également créé par une grande terreur. Vous vous souvenez quand, ça dépend quel âge vous avez, hein, mais quand on était petit, on avait la collection chair de poule, voilà. Le plaisir également, oh là là, ça peut être tout, ça peut être une musique, ça peut être un contact, ça peut être des sons particuliers. Beaucoup de choses peuvent nous donner la chair de poule et on a ce réflexe absolument archaïque. Et vous vous êtes déjà demandé ce que c'était en vrai la chair de poule. Alors en anglais on dit goosebump. Goose, c'est le singulier de guise, loi, et bump c'est la bosse. Donc eux ils disent un peu comme nous, la bosse de loi, la bosse des oies. Moi bon ça m'embête un peu qu'on n'ait pas réussi à trouver des mots un petit peu plus romantiques. Je trouve ça, notamment en français, les anglais ils sont toujours un peu littéraux, mais je trouve ça un peu dommage que la langue française n'ait pas un mot dédié que pour ça. On a été obligé de dire chair de poule comme si on n'avait pas soudain plus d'imagination pour créer des nouveaux mots. Bon bah tant pis quoi, on va faire avec. La chair de poule, c'est incroyable. Est-ce que vous êtes connecté à ça avec votre partenaire ? C'est sa peau qui communique avec la vôtre. Hein. Alors on a dit donc que la peau émettait, on va finir avec la chair de poule là-dessus, mais on a dit également que la peau recevait. La peau, elle reçoit depuis qu'on est sur cette terre. Donc la peau, attention, c'est une archive sensorielle des expériences qui sont arrivées aux gens. Et ça, cet archivage, on ne le connaît pas quand on rencontre les gens, notamment pour la première fois. Et puis même souvent, on connaît des gens et puis on croit vraiment les connaître, mais en fait, on ne sait pas tout de ce qui leur est arrivé. Sous la peau est souvent archivé le dossier trauma. Donc, déjà, je pense qu'il faut avoir un vrai respect de la distance avec l'autre, la distance physique. Un respect de la distance physique, ça veut pas nécessairement... J'arrive plus à parler. Ça veut pas nécessairement dire se tenir à 3 km de chaque personne qu'on rencontre,
je pense que ce que je veux dire, c'est simplement il faut se mettre en pleine conscience des signes que la personne nous donne par rapport à cette limite qui est son intégrité physique, incarnée donc par les limites de sa peau. Des fois, c'est culturel, donc c'est facile, on s'adapte, et on se pose la question de savoir, par exemple, comment on se salue. En France, on se fait la bise, et encore un petit peu moins depuis le Covid. En Angleterre, pas du tout. En Angleterre, on se fait des hugs, des câlins. Alors ça, c'est pareil, j'aurais bien voulu qu'il y ait une autre expression que des câlins, ou embrassade ou enlaçade. C'est je te prends dans mes bras, je te tape un petit peu dans le dos, et puis ouais, bonjour. Voilà. Culturellement, c'est bon de savoir comment les peaux sont censées se rencontrer ou pas. Est-ce qu'on doit serrer la main? Est-ce qu'on doit faire la bise? Est-ce que si la bise convient? Est-ce qu'on se fait un high five? Voilà. Il y a des gens aussi qui vont se sentir très mal à l'aise selon la proximité à laquelle tu te tiens quand tu leur parles. Donc ça aussi, il faut se mettre en pleine présence tout de suite. C'est pas parce que nous, on est bien dans notre peau, littéralement, à ce moment-là, que la personne en face l'est. Et en général, elle nous donne des signaux que c'est le bare minimum. Bare, c'est nu. Minimum, c'est minimum. C'est le minimum nu. En français, c'est la moindre des choses, je pense, le meilleur équivalent. Le bare minimum. Ensuite, une sorte de consentement à la prise de contact me semble absolument essentiel. J'ai lâché le mot. Le consentement ne se loge pas exclusivement dans la sphère sexuelle, même si on en parle beaucoup et à juste titre. L'absence de non n'est pas la présence d'un oui. Alors moi, je te prends l'exemple de mes séances de massage. Mes prises de contact en séance de massage se font donc quand mon client ou ma cliente est sur la table de massage. En général, je commence avec, je vais dire ma cliente allongée sur le ventre, donc m'exposant son dos. Ce n'est pas comme ça que j'ai été formée. J'ai été formée et j'ai formé moi-même puisque j'ai été professeure en massage et en aromathérapie en Angleterre, à Brighton, pour Brighton Holistics, un collège qui formait les aromathérapeutes et les thérapeutes complémentaires d'aujourd'hui et de demain. J'ai été formée à commencer mon massage avec la personne allongée sur le dos et la tête dirigée vers le plafond. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était très bien dans le sens où si on veut vraiment que la personne rentre dans une dynamique de relaxation, on commence avec effectivement la tête exposée, les yeux sont capables de voir si la personne ne peut pas fermer ses yeux tout de suite et puis finalement, le temps que la personne se retourne et qu'on fasse le dos de son corps, il y a une vraie détente qui se met en place, elle a moins de lumière, moins de stimuli visuels puisque sa tête est dans le coussin de repos, le coussin de tête. Voilà. Mais je me suis également rendu compte qu'en termes de prise de contact, les gens sont beaucoup plus à l'aise à recevoir le contact primordial sur leur dos d'abord, puis l'arrière de leurs jambes, puis le devant de leur corps, là où se trouvent les zones sensibles, les zones génitales, le ventre, la gorge. Donc moi, je fais ça, je commence par le dos. Puis en général, je trouve ça pertinent de commencer par le dos, car c'est souvent là que se situe la majorité des tensions et j'aime avoir le temps de travailler là où se situent les tensions, quitte à donner un tout petit peu moins de temps au reste du corps. Mon contact ne se fait pas par « je te retire la serviette pour découvrir ton dos ». Non. Mon contact se fait par « je regarde ta respiration ». Tu es donc allongé sur la table, tu as une serviette qui te recouvre de la tête aux pieds. Enfin, du coup, aux pieds. Et bon, en général, je fais un petit peu de bruit, je m'exprime en arrivant dans la pièce après m'être lavé les mains et en revenant après que tu te sois déshabillé, installé sur la table. Et tu sais où je me situe par rapport à ma table de massage, je vais regarder ta respiration, je vais apposer mes mains, une main en haut de ton dos, une main en bas de ton dos, avec ta respiration, c'est-à-dire que sur une expiration, mes mains vont venir se poser. Et mes mains ne vont pas rester là comme des poids morts, comme si ton corps était un poids mort aussi. Mes mains vont bouger avec ton corps, c'est-à-dire que je suis au-dessus de la serviette qui te recouvre. Tu as senti mon contact maintenant puisque je me suis introduite en apposant mes mains sur ton dos. J'ai introduit mon contact, mais je soulève un tout petit peu mes mains quand tu inspires et que ton dos se soulève et je les rabaisse également quand tu expires. Je suis ta respiration. Je pose pas mes mains là, non. Je mets de la conscience dans ma prise de contact. Et après, tout le long du massage,
avant de découvrir un membre, admettons, donc je prends le temps de rentrer en contact avec ton dos par le biais de différents mouvements au-dessus de la serviette avant de découvrir ton dos, de faire donc glisser la serviette pour commencer le massage à l'huile. Et quand je te recouvre, je rentre en contact. Je dis à ton dos, ça y est, on est couvert, on a fini, par différents mouvements au-dessus de la serviette également. Ensuite, je vais aller, admettons, chercher l'arrière d'une de tes jambes, je vais apposer mes mains et je vais attendre un petit peu. Alors moi, je fais partie de cette école où je m'autorise à couper le contact physique quand je me déplace autour du corps. Je fais pas, genre j'ai toujours une main posée sur le corps, non. Par contre, je mets beaucoup de présence, de conscience, dans ma présence. C'est un petit peu étourdissant quand tu es à demi nu sur une table avec quelqu'un que tu ne connais pas qui te masse, de te dire « Oui, la personne, elle ne me touche plus, elle !» Parce que je passe de ton doigt à ta jambe. Mais je prends le temps de le faire, je rentre en contact avec ta jambe par-dessus la serviette, j'attends un petit peu, quelques respirations, et là, je découvre ta jambe. C'est ma façon de respecter la prise de contact avec ta limite. Venir doucement introduire le toucher, respirer avec toi et attendre une sorte de micro-relâchement dans ton corps qui me dit « J'ai compris que tu es là et que tu viens en paix ». Alors, il y a également la frontière de la culotte, c'est-à-dire que c'est quand même assez important de travailler sur le bas du dos, le haut des fessiers, pour libérer les tensions qui se situent au niveau des hanches. Ceci étant dit, et ce ne sont pas toutes les écoles qui t'enseigneront ça, et ni tous les thérapeutes qui seront d'accord avec moi, hein, on est bien d'accord. Moi, je pars du principe que la culotte est une frontière. Si tu es venu me voir pour un massage, tu as mis la culotte qui te semblait la plus appropriée pour le massage. Si tu m'as mis une culotte taille haute et que je ne peux pas accéder sans baisser ta culotte à l'espace du bas de ton dos, je laisse tel quel. Je respecte la frontière de la culotte. Pour moi, c'est un message. Est-ce que ça te parle ? Je vais pas... Alors, j'accroche toujours la serviette dans la culotte pour la protéger. Hein. Je fais glisser la serviette du dos. Je passe les bords de la serviette dans la culotte. Et comme ça, quand je masse avec l'huile, je touche la serviette et pas ta culotte. Ta culotte est protégée. Mais je pourrais faire pour la baisser, pour avoir accès aux muscles qui m'intéressent, parce qu'ils m'intéressent, ces muscles. Et je sais pertinemment que ça te fera du bien. Sauf que si tu as mis cette culotte qui monte vachement haut, moi je me dis, ça va créer un tout petit stress que je te baisse ta culotte. Il y a un vrai problème de frontière. Pour moi, tu as communiqué avec moi. Ta peau a communiqué avec moi. Et je lui réponds en lui disant, je respecte ton intégrité, le message que tu m'as envoyé. Voilà. Pour la peau qui émet et la peau qui reçoit. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que la peau contient, on a vu que la peau protège, on a vu que la peau communique. Et qu'est-ce qu'on s'est dit en début de podcast ? Moi, je t'ai dit que je trouvais que le mot limite, où sont vos limites ? La peau comme une limite, c'était un petit peu, un petit peu limité, justement. Que finalement, cette histoire de peau, cette histoire de limite, c'est plus une histoire de frontière à la perméabilité sélective que de limite pure et dure et tranchée. Il y a quand même une forme de langage là-dedans, une forme de possible négociation, une forme d'adaptation. Il faut respecter ces rôles, les rôles de la peau, les rôles de la limite. Il faut en prendre soin de nos limites. Il faut s'en émerveiller. J'espère que cet épisode de podcast vous fait vous dire que votre peau est merveilleuse et j'espère également qu'il vous fait dire que la peau de vos partenaires est merveilleuse également. J'espère que vous irez la voir de plus près. J'espère que vous allez rentrer en communication avec les éléments également. On en a un petit peu parlé là. Quand je vous disais respirez, tirez-vous et connectez-vous avec la nature. La peau, elle sent la pluie. La peau, elle sent le vent. Elle vous dit s'il fait chaud, s'il fait froid. Enfin, vous vous rendez compte, c'est incroyable. Quand votre pouce et votre index se touchent, vous donnez et recevez en même temps. C'est absolument incroyable. Mettez-vous au contact de la pluie. Mettez-vous au contact du soleil. Alors, les experts nous diraient non, surtout pas. Mettez votre SPF 50. Je crois
Est-ce qu'on dit SPF en français? C'est comme ça qu'on dit en anglais. Sun Protector Factor. Ok, on est d'accord, on se protège et on se met pas en situation de danger, mais faites-lui goûter des choses à votre peau, des choses agréables, pas juste ce monde qui va à toute vitesse et qui vous balance des informations constamment. Allez vous baigner, allez faire des câlins aux arbres. Mais oui, mais absolument. Donnez à vos mains de bonnes choses. Ces mains qui touchent tout pour vous. Ces mains qui sont super irriguées, qui sont super sensibles. Regardez vos tout petits doigts qui rentrent en contact avec absolument tout ce qui vous entoure au quotidien. Donnez des bonnes choses à vos pieds également. Allez juste vous faire masser en fait. Allez juste vous faire masser. Et puis, choisissez pas un truc, on va faire 45 minutes et on va faire que le dos et l'arrière des jambes. Non, va te faire masser l'intégralité de ton corps, quoi. Va voir quelqu'un qui te propose des huiles végétales magnifiques, bio. En anglais, on dit organique. Donc, c'est un petit peu un faux organique, c'est bio. Va voir un aromathérapeute. Viens me voir. Je suis aromathérapeute. Donc, juste viens Vendée, prends ton ticket, viens. On va vivre une expérience incroyable. Mais va te faire masser. Prends la totale, quoi. Même si tu y vas qu'une fois par an, je te conseille d'y aller plus. Mais là, je prêche pour ma paroisse, évidemment. Mais c'est ton anniversaire, c'est une date anniversaire de quelque chose, t'es en vacances, juste, vas-y, fais-toi le full treatment. Et si t'adores les massages de scalp, et les massages de pieds, les massages de mains, mais demande à ton thérapeute, est-ce qu'on peut assister un petit peu sur ces eaux-là, s'il vous plaît, par exemple. Je vais finir sur une clé. C'est mon bonus pour vous. Alors évidemment, j'espère que, je vous le répète, vous sortez émerveillé de ce podcast et que la peau pour vous, ça devient quelque chose non plus d'anodin, mais quelque chose de juste magique. Et je vous donne une clé magique. Moi, j'appelle ça le hug prioritaire. J'ai lu ça dans un livre de magie, un jour, mais en fait, c'est très terre à terre. Voilà ce que j'ai fait dans mes dernières relations, ce que je continue à faire et ce que je vous invite à faire. Le hug prioritaire, c'est quand votre partenaire vous demande un câlin. Alors attention, il ne faut pas en abuser. Quand votre partenaire vous demande un câlin, le câlin prioritaire, ça veut dire que vous devez laisser tomber tout ce que vous êtes en train de faire en 5 secondes pour aller lui donner. Si votre partenaire vous dit « j'ai besoin d'un câlin », ça veut dire que sa peau appelle votre peau. Et ça ne se refuse pas. Donc 5 secondes, c'est pour poser la casserole bouillante, raccrocher le téléphone. Il ne faut pas en abuser, mais c'est un outil extraordinaire de connexion entre partenaires. Se toucher déjà quand on se dispute, c'est incroyable. Si on se touchait quand on se dispute, oui, tenez-vous les mains en même temps que vous dites ça. Je pense qu'on n'atteindrait pas les colères qu'on atteint. Touchez-vous. L'histoire retiendra cette phrase. Eugénie, un jour, dit « touchez-vous » et le monde obéit. Touchez-vous et accordez-vous ce hug prioritaire. Et faites-en une règle, une hygiène de vie. Oui, on respecte ses limites et la peau, et voilà. Ça fait quoi? Ça fait presque 50 minutes qu'on en parle. On a bien compris. Mais cette histoire de hug prioritaire, quand une peau appelle une autre peau et que c'est la peau de votre partenaire qui vous dit « aime-moi, j'ai besoin d'être aimé par le contact de ta peau », ça ne se refuse pas. Je vous laisse là-dessus. Je crois qu'on a fait le tour. Bye bye my loves.